messieurs, bonsoir. Le 20h de ce 3 août 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres de ce journal. 9 nouvelles locomotives et 25 voitures voyageuses sont en cours d'acquisition pour renforcer le réseau ferré du Cameroun. C'est l'une des annonces majeures de la rencontre interministérielle des infrastructures ferroviaires tenue le 31 juillet dernier à Yaoundé, présidée par le ministre des Transports camerounais Jean-Ernest Masséna Ngalébibé. En Éthiopie, la lutte contre le réchauffement climatique s'intensifie. Le pays prévoit planter 4 milliards d'arbres. Ces derniers temps, on peut voir le Premier ministre Abiy Ahmed en public. Le chef du gouvernement montre l'exemple au temps sa veste, retroussant ses manches, empoignant une pelle et se mettant à planter des arbres. De frais que presque tout opposant politique se tendent mutuellement la main. En tout cas, c'est ce qui ressort de la rencontre tenue le 29 juillet dernier à Bruxelles, en Belgique, entre les ex-présidents de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Un rapprochement stratégique pour faire front commun en vue de l'élection présidentielle en 2020. Madame, monsieur, voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus. Côte d'Ivoire, 89 cas de fièvre jaune ont été dépistés à Abidjan. C'est dans un communiqué du ministre de la Santé que la confirmation a été apportée. Le ministre de la Santé a par ailleurs recommandé aux personnes non vaccinées contre la fièvre jaune de le faire, car en juin dernier, 130 cas de dengue ont été recensés dans le pays. À la suite de ce recensement, les autorités avaient lancé une vaste campagne de démoustication et de sensibilisation avec des pulvérisations des insecticides. La fièvre jaune et la dengue sont toutes deux des maladies virales transmises par un même moustique. De ce fait, des mesures qui ont été mises en œuvre pour faire face à la dengue sont aussi valables pour l'épidémie de la fièvre jaune. Bénin, un prêt de 100 millions de dollars promis par le président indien pour des projets de développement du pays de Patrice Talon. C'est ce qui ressort de la visite du président indien Ram Nath Kovind au Bénin. Le président indien et son homologue béninois Patrice Talon ont convenu de plusieurs accords, dont ceux portant exemption de visa, la sécurité maritime et une coopération sur la télémédecine et la télééducation. Par ailleurs, ces accords permettent à l'Inde de devenir le premier partenaire commercial du Bénin. C'est dans la tristesse et la consternation que les Camerounais ont appris la mort de l'ancien Premier ministre Sadou Ayatou, décès survenu le 1er août 2019 à l'âge de 77 ans de suite de maladie, alors qu'il se soignait dans un hôpital helvétique. Ce haut commis de l'État du Cameroun aura pendant près de 3 décennies offert des bons et loyaux services à sa nation. Leslie Feba nous dresse son portrait. L'ancien Premier ministre du Cameroun est décédé ce jeudi 1er août 2019 à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie alors qu'il se soignait dans un hôpital en Suisse, ont déclaré ses proches. Il voit le jour à Garoua le 15 février 1942. Sédou Ayatou a fait ses études primaires dans sa ville natale avant de les poursuivre au secondaire à Vic en Bigorre en France. Son cursus supérieur commence à Toulouse où il obtient la licence en sciences économiques, puis à Paris, ensuite le diplôme de l'Institut des hautes études d'outre-mer dans la même discipline. Au plan professionnel, dès son arrivée au Cameroun en 1967, il sera nommé directeur adjoint des produits de base au ministère du Développement industriel un an plus tard. Et en 1969, il en devient directeur. Le 22 février 1969, il intègre comme cadre des services civils et financiers au grade d'administrateur civil. Parallèlement, il est vice-président de l'Alliance des pays producteurs de cacao de 1969 à 1970. Puis président de l'Organisation interafricaine du café de 1970 à 1971. De 1914, il est détaché à la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, une banque publique, en qualité de directeur général adjoint. En 1976, il est promu directeur général de la dite entreprise et 3 ans plus tard, il en devient administrateur directeur général. Par ailleurs, il a été ministre de l'Agriculture pendant 2 ans, c'est-à-dire d'août 1983 à août 1985, puis ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire d'août 1985 à décembre 1987. Ensuite, ministre des Finances de décembre 1987 à septembre 1990,
Comme secrétaire général à la présidence de la République, il y est resté 1 an et plus, c'est-à-dire de septembre 1990 à avril 1991. Il occupera la fonction de Premier ministre chef de gouvernement d'avril 1991 à avril 1992, soit 1 an tout juste. C'est dans cette période à la primature qu'il organise une rencontre tripartite, pouvoir, opposition et société civile, afin de désamorcer le climat politique très tendu provoqué par les opérations de Villemot lancées par l'opposition camerounaise. Le résultat de cette rencontre tripartite paraphée par 40 partis politiques sur les 47 légalisés décrète la fin des Villemot et la désobéissance civile. Alors que le gouvernement décide d'accorder un moratoire fiscal aux victimes des troubles et lève les mesures de sécurité. Son dernier poste sera comme directeur national à la Banque de l'Afrique centrale à Yaoundé de mars 1993 à janvier 2008. Restons au Cameroun où 9 nouvelles locomotives et 25 voitures voyageuses sont en cours d'acquisition pour renforcer le réseau ferré au Cameroun. C'est l'une des annonces majeures de la rencontre interministérielle des infrastructures ferroviaires tenue le 31 juillet dernier à Yaoundé, présidée par le ministre des Transports camerounais Jean-Ernest Massinangale Bibé. Ces infrastructures viendront faciliter les déplacements des personnes et leurs biens avant le championnat d'Afrique des Nations de football prévu en 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations de la même discipline en 2021. Pour plus de détails, le compte rendu de Luc Biga. Les prochaines échéances sportives au Cameroun, à savoir le championnat d'Afrique des Nations de football prévu en 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations totale de la même discipline en 2021, seront sans anicroche sur le plan du transport ferroviaire. C'est la substance de la rencontre interministérielle des infrastructures ferroviaires Comifère, présidée le 31 juillet dernier à Yaoundé par le ministre des Transports publics du Cameroun, Jean-Ernest Massinangale Bibé. Les résolutions significatives sous fond de défis à relever ont été prises en conformité avec celles du Premier ministre le 16 mai 2019, toujours à Yaoundé, dans le cadre des mêmes assises. Sur le plan sécuritaire, le ministre des Transports a instruit les travaux de confortement du tunnel de Ndiok dans l'arrondissement de Zeka qui donne quelques frayeurs. Aussi de la réduction du nombre de victimes autour des passages à niveau avec une signalisation mieux faite, car on a déjà enregistré 23 cas de collision depuis le début de l'année qui ont fait 9 morts. L'autre point critique est l'occupation anarchique du réseau ferré où habitation et commerce cohabitent à 10 mètres de la voie ferrée. Et le concessionnaire Camarail, par la voix de Paul Mani, son directeur général entend remplir son cahier de charge convenu avec l'État du Cameroun en injectant au réseau 9 locomotives neuves et 25 voitures, sans oublier la réhabilitation de 11 autres pour le confort des voyageurs. En prime, le directeur des transports ferroviaires au ministère des Transports, Claude Missentonet, revient aussi sur certains sujets évoqués en marge des travaux, notamment l'extension du chemin de fer vers le Tchad à partir de Ngaoundéré, qui est en phase de contractualisation, mais aussi de la ligne à construire entre Idé et Kribi pour désengorger le port de la cité balnéaire. Si tel est le cas du réseau ferré, peut-on en dire autant du réseau routier? Crise anglophone, le Cameroun fait son lobbying à Washington. Selon le journal panafricain Jeune Afrique publié sur son site ce 1er août, le cabinet américain de lobbying proche des républicains a décroché un contrat de 220 millions de dollars pour redorer le blason du gouvernement camerounais. Clémence Tewa nous en dit un peu plus. Washington, depuis bientôt 1 an, ne cesse de mettre pression sur le gouvernement camerounais afin de le pousser à accepter un dialogue sans précondition pour résoudre la crise anglophone. Ceci à travers sanctions et prises de position critiques envers les autorités camerounaises, ce qui crée des tensions plus ou moins diplomatiques entre les deux États. Tout ceci n'est pas sans conséquence sur l'image du gouvernement camerounais écorné depuis le début de cette crise interne. Pour y remédier, Yaoundé aurait, selon Jeune Afrique, lancé une contre-offensive en confiant à un cabinet de relations publiques proche des républicains la charge de promouvoir une image positive et favorable, aussi bien auprès de l'opinion publique que des décideurs politiques américains. Il est à noter que, depuis le mois de juillet dernier, 2 mesures ont été prises par les institutions américaines à l'encontre des autorités camerounaises. À l'instar du colonel Jean-Claude Ongo, inspecteur général à la gendarmerie nationale, ainsi qu'à ses proches, qui ont été notifiés d'une interdiction de séjour sur le sol américain. Le 23 juillet, c'est le Congrès américain qui adoptait à son tour une nouvelle résolution très critique condamnant les abus commis par les forces de sécurité camerounaises.
La dite résolution, qui recommandait également un dialogue, sont préconditions pour les deux parties. Parlons d'éducation avec la soutenance de la thèse de doctorat PhD en sciences de gestion avec pour spécialité management des organisations ayant pour problématique tentative d'une mise sur pied de modèles de communication interne et de dialogue social au sein des organisations camerounaises. Jean Dancho Nundou vient d'obtenir sa thèse avec mention très bien, accompagnée des félicitations du jury. Un travail de longue haleine et une contribution efficace et efficiente pour une véritable cohésion sociale. Écoutons ce compte rendu. Après avoir délibéré, le jury accepte la thèse de M. Jean-Claude Nundou. Le jury lui demande de tenir compte de toutes les remarques qui lui ont été faites, tant sur le plan de la forme que du fond, y mettre les corrections exigées avant le dépôt de la thèse de doctorat final à l'université de Gagnon. Après donc avoir délibéré, le jury décide à l'unanimité d'attribuer au candidat M. Jean-Claude Nundou la mention pour sa thèse de doctorat, mention très bien. Un parterre d'imminents enseignants universitaires de renom international au service de la doxa au Cameroun. Pour cause, son intelligence vient d'ajouter une autre corde à son arc. Désormais, la communauté scientifique tout entière doit compter sur le docteur Jean Dancho Nundou, qui a soutenu avec brio sa thèse de doctorat PhD à l'Institut des sciences technologiques et de gestion de Douala en partenariat avec Charisma University aux États-Unis ce 1er août 2019. Une thèse en sciences de gestion avec pour spécialité management des organisations ayant pour problématique tentative d'une mise sur pied d'un modèle de communication interne et de dialogue social au sein des organisations camerounaises. Un travail de longue haleine, une contribution efficace et efficiente pour une véritable cohésion sociale. Social n'a jamais été aussi présent, que ce soit dans l'univers politique comme l'univers syndical, et même dans les familles, parce que le dialogue social est le ciment de toutes les organisations, de toutes les communautés humaines. Donc là où il n'y a pas de dialogue social, c'est plutôt des conflits, c'est des guerres. Et comme disait quelqu'un, on sait comment elle commence, quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas comment et quand est-ce qu'elle se termine. En ce sens-là, le dialogue social, c'est vraiment, le ciment, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Vous savez, la société humaine est dense et diversifiée. Si vous prenez rien que le cas de l'entreprise, vous allez voir, il y a des aveugles, il y a des borgnes, il y a des courts, il y a des grands, il y a différentes tribus, il y a différentes classes sociales, il y a l'employeur, il y a les employés, il y a les délégués du personnel, il y a les syndicalistes. Donc vous voyez, il y a toute une grosse mixité. Et l'objet du dialogue social, c'est de mettre ensemble ces différents corps-là au service du progrès, au service de la cohérence, et la cohérence devant aboutir à l'apaisement du climat social et partant à la performance de l'entreprise. Les frustrations subies en entreprise, doublées de privatisation survenues il y a 2 décennies au Cameroun, sans préparation objective en amont, vont le conduire à changer de paradigme. Une réflexion qui remonte il y a 20 ans. Vous voyez, quand, après la privatisation de Sonel où je travaillais, j'ai subi toutes sortes d'humiliations. Et pour un peu me barrer, comme on dit chez nous, on m'a mis dans une structure qu'on appelait division des relations professionnelles et de droit du travail. Et c'est là que j'ai vu que j'étais en plein dans le dialogue social. J'ai commencé à m'intéresser et à travailler. Je me suis rendu compte que c'est ce qui manquait justement à cette entreprise-là. Et c'est ça qui fait que j'ai travaillé, même à la fin de ma carrière, j'ai eu pour ambition vraiment d'aller au bout de ma logique et vraiment, et ce que je fais aujourd'hui là, c'est la concrétisation vraiment d'un long rêve, mais qui n'est pas achevé. Le docteur Jean Dancho Nundou, en plus des sacrifices consentis, loue humblement les efforts et encouragements de son entourage, au premier rang, le sénateur Célestin Ketchanga. Je voudrais ici remercier vraiment ceux qui ont sacrifié à d'autres préoccupations tout aussi prioritaires pour être à mes côtés. Et je remercie vraiment infiniment l'honorable Ketchanga. Donc les termes me manquent parce que cette thèse-là est à lui. Je dis c'est sa thèse parce que c'est lui qui m'a encouragé, vraiment porté, n'est-ce pas, comme un enfant, pour aller jusqu'à
cette date d'aujourd'hui-là qui est l'aboutissement d'un processus vraiment lent, long et vraiment tout au long duquel j'ai bénéficié vraiment de son soutien infaillible et puis indéfectible. Voilà. Et pour célébrer cette réussite bien méritée, quoi de mieux que de se réjouir autour d'un agape fraternel? En République démocratique du Congo, la fièvre Ebola inquiète le gouvernement. Un troisième cas vient d'être détecté après le deuxième malade du côté de Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Ceci a suscité l'inquiétude des populations de la région face à une épidémie qui défie les professionnels de la santé depuis un an. Dans la province voisine du Sud Kivu, 15 personnes ont été mises en quarantaine dans une localité riveraine. C'est la première fois que des cas suspects d'Ebola ont été dépistés et recensés dans cette région. Le dernier cas en date est celui survenu mardi dernier où le malade est arrivé dans un état assez préoccupant. Deux frères que presque toute oppose en politique se tendent mutuellement la main. En tout cas, c'est ce qui ressort de la rencontre tenue le 29 juillet dernier à Bruxelles, en Belgique, entre les ex-présidents de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Un rapprochement stratégique pour faire front commun en vue de l'élection présidentielle en 2020. Objectif commun, renverser le président actuel Alassane Dramane Ouattara. Suivons ce commentaire. Bien que tenue à huis clos le 29 juillet 2019 à Bruxelles en Belgique, la rencontre entre les deux ex-présidents de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié du Parti démocrate de Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien, est qualifiée par leur entourage de rencontre historique entre deux frères rivaux. Ce rapprochement augure des lendemains meilleurs pour la vie politique de la Côte d'Ivoire à l'aune d'une élection présidentielle prévue en 2020, nous apprend-on. Tous deux, animés d'anciens griefs mutuels pour Laurent Gbagbo. L'opposant rompu à la prison et à l'exil ne cache pas son peu d'estime pour celui qui n'a eu qu'à hériter du pouvoir légué par le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny, de 1993 à 1999, et qui a fait alliance avec l'actuel président pour l'évincer du pouvoir. Pour sa part, Henri Konan Bédié ne manque pas de déclarer Laurent Gbagbo indigne de sa fonction lorsque ce dernier était aux commandes entre 2000 et 2011. Cependant, les futurs alliés ont un ennemi en commun. L'actuel président de la Côte d'Ivoire, Dramane Alassane Ouattara, pour trahison, déception, non-respect de la parole donnée. En effet, depuis sa rupture consommée avec Ouattara et l'acquittement de Laurent Gbagbo en janvier dernier par la CPI pour crimes contre l'humanité, Henri Konan Bédié, 85 ans, a entrepris un travail de séduction auprès du FPI. Bien conscient que le calcul politique ivoirien repose sur une équation logique, dans un jeu où s'opposent trois grands partis, on gagne à deux et l'on perd seul. Autre cheval de bataille, celui de la réconciliation nationale. Les deux hommes appellent les partis politiques, la société civile et les communautés à œuvrer pour une véritable réconciliation dans le pays. Mais en attendant, cette plateforme ne sera pas une fusion ou une absorption d'un parti par l'autre, a précisé Drukwadio du Rassemblement démocratique, présent aussi à ses assises. Avant les starting blocks, les différentes formations politiques parties au pouvoir y compris affûtent leurs armes. En Éthiopie, la lutte contre le réchauffement climatique s'intensifie, nous l'annonçons à titre. Le pays compte planter 4 milliards d'arbres ces derniers temps. L'on peut voir le Premier ministre Abiy Ahmed en public. Le chef du gouvernement montre l'exemple. Autant Savez retroussant ses manches, employant une pelle et se mettant à planter des arbres. L'Éthiopie prévoit planter effectivement ces milliards d'arbres d'ici octobre pour promouvoir la reforestation dans le but de combattre le réchauffement climatique et protéger les ressources naturelles. En début de semaine, les fonctionnaires éthiopiens ont également été exempts de travail pour aller planter des arbres à leur tour. Le Premier ministre Abiy s'emploie à convaincre le reste du pays à suivre le mouvement. Le gouvernement affirme que depuis le début de l'opération, 350 millions d'arbres ont été plantés dans le pays, ce qui sera un record à l'échelle mondiale. Selon les autorités éthiopiennes, 3 milliards d'arbres ont déjà été plantés depuis le mois de mai dernier. La déforestation est devenue un problème très sérieux dans plusieurs localités en Éthiopie. Les efforts récents de replantation ciblent des régions d'où les arbres ont disparu au fil des années en fonction des régions. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Les programmes sont en continu sur toutes nos plateformes médias, YouTube, Facebook, Twitter, mais également à l'adresse www.refletdafrictv.com. Merci et au revoir.